Bonsoir, Josiane. Bonne arrivée, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Je vais essayer d'afficher le... Bonsoir, Flo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Marie-Flore. Bonsoir, Nathalie. Bienvenue, 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 bienvenue. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. On laisse le temps aux uns et aux autres de se connecter. Bonsoir à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous. Il reste encore 3 minutes avant que nous commencions notre rendez-vous mensuel. Nous sommes à notre 5e session de Beyond et vous n'imaginez pas à quel point cette session a été parsemée de challenges, mais on aura l'occasion d'y revenir. Bonsoir Annick, bonsoir Nadia, bonsoir Nathalie, bonsoir Elfriede. N'hésitez pas dans le chat à intervenir, à nous dire d'où vous nous suivez ce soir. Je sais qu'il y a un peu de France, un peu de Côte d'Ivoire. Bonsoir Alix. J'ai l'impression qu'il y a d'autres pays. Bonsoir Marilo. Bonsoir, 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 bonsoir. La nouvelle est très bonne. Et comme je disais tout à l'heure, au vu des péripéties, et on aura l'occasion d'en parler, elle doit être excellente. Bonsoir à toutes et à tous encore, à ceux qui nous rejoignent. Que quelqu'un écrive, ce soir, c'est le dernier jour de mon échec et le premier jour de ma nouvelle réussite. Ce soir, c'est le dernier jour de mon échec et le premier jour de ma nouvelle réussite. L'échec va mourir aujourd'hui. L'échec, l'épreuve, la situation difficile, la tempête, le désert, quel que soit le nom qu'il porte ou qu'il portera ou qu'il a porté, ce soir, c'est la dernière fois qu'il portera ce nom pour toi. Mets un pouce, dis tu aimes, commente dans le chat, montre que tu es là, montre que tu es là et que tu veux et que tu assistes et que tu insistes et que tu es en train de parler à une situation qui est en échec, que tu tiens en échec. Ce soir, nous faisons échec à l'échec. Ce soir, nous allons proclamer à travers les talents que Dieu nous a donnés en la personne de Cyriaque et de Belinda qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'échec. Aujourd'hui, je tiens en échec mes échecs et c'est le premier jour de nombreuses successions de réussites. Nous allons commencer dans 1 minute. Bonsoir Odette.
Bonsoir, Kazi Is. J'espère que je n'ai pas euh, écorché. Greta, bonsoir, Audrey. Bon, allez. On y va, c'est parti. Avant tout propos, comme disent les Américains, disclaimer, j'aimerais déjà bénir le Seigneur d'être devant vous ce soir. Ce n'était pas gagné. Comme je vous ai dit, la thématique du jour est une thématique forte, violente, agressive. Chacun de nous, intervenants ou membres de Beyond, avons été challengés, pour ne pas dire le mot que les charismatiques aiment beaucoup, attaquer pour être là. Moi, je suis en convalescence. Je sors de maladie depuis presque 10 jours. Ma co-animatrice, co-facilitatrice Aurélie, qui aurait dû me remplacer, a des soucis de courant, comme de par hasard. Cyriac est pris dans une contrainte. Belinda est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, tous ensemble, nous ferons échec à l'échec. Et je ne sais pas ce que toi, tu as eu à vivre pour te connecter, que ce soit la paresse, la flemme, les adversités, ton mari ou ta femme qui te prend la tête à 5 minutes de la conférence alors que tu étais préparé, galvanisé, heureux de participer, que ce soit une mauvaise nouvelle que tu as eue. Sache que tout ceci avait pour but de t'empêcher d'entendre la bonne nouvelle du jour. Et la bonne nouvelle du jour, je la répète, je la dis, je la redis, je la proclame encore et pour toujours. Aujourd'hui est le premier jour, le nouveau jour d'une succession de victoires et de réussites. Je m'appelle Ashley de Huge, membre de la Fraternité Foi et Prière et de l'Apostolat Beyond. Et aujourd'hui, je serai votre facilitatrice. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée pour cette thématique qui, vous le savez peut-être pas, est renaître de ses cendres, comment se reconstruire après un échec. Voilà. Et je serai accompagnée de Priscilla qui fera la voix ce soir. Bonsoir Priscilla. Bonsoir Ashley. Je Alors, suis, comment tu vas ce soir? je vais très 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 bien. Merci beaucoup d'être là ce soir, de venir nous soutenir. Je te laisse te présenter auprès de notre public préféré et on pourra entamer notre soirée. Alors bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence. Je suis Priscilla, membre de la Fraternité Foi et Prière, et ce soir j'aurai le plaisir d'être la voix off. Et quelle voix suave, quelle voix douce, mielleuse, quelle voix pas comme moi. Merci Priscilla. Donc pour Merci, merci rappel, Ashley. ceux qui, voilà, qui nous rejoignent pour la première fois ou pour les habitués, Beyond est un apostolat de la fraternité foi et prière à destination des cadres et des travailleurs afin de leur permettre de rayonner au-delà de ce qu'ils ont et pour pouvoir être aussi une source d'empowerment pour d'autres générations. Ce soir, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux intervenants, un homme brillant, une femme exceptionnelle, pour parler d'une thématique que l'on entend souvent, que l'on se dit tout le temps, qu'on a peut-être vu, revu, un plat qui est peut-être réchauffé, mais avec le Seigneur, chaque bouchée est une nouvelle manière de se sustenter. Comment renaître de ses cendres? Comment revivre et rebâtir sa confiance après un échec? Comment faire de ce qui a été quelque chose de fatal pour nous un tremplin de victoire et de vie pour l'avenir, pour nous et pour les autres? Voilà. Sans plus tarder, je vais demander à Cyriac de se connecter, de mettre sa caméra et je vais demander la même chose à Belinda afin que chacun d'entre eux puisse se présenter et nous faire l'honneur, que disent la faveur, de pouvoir nous entretenir sur cette thématique ô combien difficile. Ashley, je pense que c'est toi qui dois nous mettre les caméras. Ok, alors je vais mettre les caméras tout de suite. J'arrive. Demandez, voilà. Demandez, vous recevrez. C'est demandé. Amen. Bonsoir Belinda. Bonsoir Cyriac. Bonsoir, bonsoir Ashley, bonsoir Priscilla et bonsoir toute l'audience.
qui s'est connecté. Bienvenue, Pourquoi? bienvenue. C'est bizarre, je me vois pas. Tu te vois pas? Tu es très beau. Voilà. Je Oui. sais pas Vous pourquoi tu me te voyez, vois pas. pourtant ma caméra sort pas ici. Ouais, Ah non, on te ce voit, en tout cas, soir, tu es c'est le très soir. beau, tu es très frais, vraiment, tu Merci. dragues, comme on dirait en Côte d'Ivoire, voilà. Belinda, je n'ai pas de mots suffisamment pertinents pour décrire à quel point tu rayonnes, voilà. Donc, sauf que j'ai que ce mot-là, tu rayonnes. Alors, Merci. non, je vous Merci. en C'est une prie. lumière collective, là. Ce plateau, je sens le dynamisme. Merci pour l'introduction avec brio. Tu nous as énergisés, là, tout, hein. Déjà, Cyriaque, donc il faut qu'on tienne le pas. À vous. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Honneur aux dames, Belinda. Qui es-tu? Alors, merci déjà Ashley, Priscilla, Raïssa pour l'invitation. Je suis ravie d'être voilà, d'être sur ce panel sur un sujet qui résonne. Je pense que ça résonnera à tout le monde, mais ça résonne quand on a eu des boires et des déboires dans sa vie professionnelle et personnelle. Alors moi, je suis chef d'entreprise, je suis fondatrice d'une société de conseil que je suis en train de mettre sur pied, qui accompagne les startups et les PME, PMI. Une première expérience aussi entrepreneuriale avec une première société que j'ai quittée il y a peu et un parcours de cadre global sur les dernières années en banque, finance et services. Et par ailleurs, Waouh! bon, voilà, dire que je suis une mentor engagée et j'essaie de m'engager aussi dans une vie associative et dans le give back, voilà, auprès de la communauté. Très bien. Entrepreneur, mentor, give back, touché par la thématique. Je sens que ce soir, on aura beaucoup de choses à entendre et beaucoup de choses à se dire. Monsieur Bougou, c'est à vous. Votre micro est coupé. Excusez-moi. C'est recoupé. On fait échec à la technologie. Ah, Établir le son. Voilà, c'est bon, là. c'est parfait. J'espère que vous m'entendez. Très bien. D'accord, Cyriaque Bougou. Euh, que, que dire? C'est difficile de se présenter après Belinda. Cofondateur d'un incubateur qui s'appelle Au Village en Côte d'Ivoire. CEO d'une start-up qui est dans l'agriculture, donc dans la ville de Soubré, à 6 heures de route d'Abidjan. Et co-gérant d'un cabinet international de conseil aéronautique avec mon père qu'on a monté depuis plus de 10 ans maintenant. Et consultant dans diverses thématiques, start-up. J'ai eu à travailler sur la Startup Act de la Côte d'Ivoire avec Ashley qui est ici, qui a été aujourd'hui, qui est un des piliers pour accompagner les startups en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance de travailler sur la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la quatrième révolution industrielle qu'on a déjà remis pour la quatrième révolution industrielle au ministre du Commerce il y a 2 semaines. Et demain, on remet la stratégie de l'intelligence artificielle au Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et donc, j'accompagne plusieurs entreprises dans le développement, les jeunes et autres. Ce sont des choses qui me parlent. Et par-dessus tout, je viens de monter un mouvement il n'y a pas longtemps qui s'appelle God Sniper, parce que je pense que nous devons être des snipers pour Dieu, pour aller dans le monde des ténèbres et vraiment descendre tout ce qui ne va pas et ramener des gens à Christ. Waouh! Du coup, je me demande si c'est nécessaire que je sois là, en fait, parce que je pense qu'à vous seuls et tous les deux, vous avez déjà tout dit. Mais on a une petite question à poser à nos participants et j'appelle ma voix de ce soir, Priscilla, pour la leur poser. Alors, pour cette question, nous allons prendre tous 1 minute pour réfléchir. On va vous inviter à réfléchir à un échec récent. Prenez le temps de noter dans le chat. Pour ce faire, notez 3 leçons que vous en avez tirées et partagez-les dans le chat, s'il vous plaît. Je répète, réfléchir à un échec récent, notez 3 leçons qu'on en a tirées et partagez le tout dans le chat. Merci, Priscilla. Donc, vraiment, pour me faire l'écho à l'échec demandé par Priscilla, donc réfléchir à un échec récent, écrire 3 leçons qu'on en a tirées
Et j'ai oublié quelque chose ou non, c'est tout? Je pense que c'est ça. L'exercice est aussi valable pour vous, Belinda et Cyriac. Et nous, on va parler de ça de toute façon. Donc, Bien voilà. sûr, bien sûr. Voilà. Bon, Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc et plusieurs manières de faire tirer les vers du nez, mais je pense que la fluidité ne me permettra pas d'utiliser la manière forte. Alors, merci beaucoup. Pendant que les uns et les autres répondent avec diligence à la question, moi j'ai une question pour vous pour planter le décor. Belinda Cyriac, pour vous, qu'est-ce qu'un échec? Honneur aux dames, encore une fois. Belinda, c'est à vous. Alors, quand j'ai eu le thème, je me suis dit, allez, tu ne vas pas inventer, Belinda, va voir ce que dit le dictionnaire. Et le Larousse, hein, le bon vieux Larousse dit, c'est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, un manque de réussite, une défaite, un insuccès, un revers. Bon, pouah, c'est lourd. Et j'ai regardé dans d'autres dictionnaires anglais, espagnol, arabe, etc. Il y a toujours, en fait, toujours cette notion d'un résultat contraire à ce qui est attendu. Et là, je me suis dit, OK, l'échec, c'est factuellement quelque chose qui ne tourne pas comme on le souhaiterait, clairement. Mais moi, j'ai vécu, quand je pense à mes échecs, j'ai vécu quelque chose de plus profond, qui des fois m'a secoué, comme disent les Anglais, shook me to the core, des choses que j'ai ressenties très intérieurement. Donc, au-delà de la définition très objective de, voilà, de ce que c'est que l'échec, moi, je définis l'échec vraiment comme parfois, au-delà des événements qui tournent mal, un rouleau compresseur, le mur que l'on se prend, la claque que l'on se prend, le couperet et le poids qui te tombe dessus. Et c'est ainsi, en tout cas, moi, que je l'ai vécu. Et donc, il y a cette double dimension très négative de l'expérience de l'échec et une dimension très sentencieuse aussi, je trouve, de l'échec. Voilà ce que je dirais, comment moi je l'ai vécu et qui va bien au-delà de la placidité de la définition du dictionnaire. Merci beaucoup. Cyriac. l'échec, hein, c'est ne pas réussir un objectif, ne pas atteindre un objectif. C'est aussi, l'échec, c'est aussi rater en quelque sorte quelque chose qu'on devrait normalement saisir, mais qu'on a raté. Donc, voilà. Tu veux prendre le premier bus le matin pour ne pas être à l'heure, tu le rates. Bon, c'est en quelque sorte un échec, quoi. Donc, ouais, donc l'échec, c'est vraiment rater ces choses-là. Je pense que le dictionnaire est là, et Belinda l'a dit, hein. Donc, dans le mot échec, il y a toujours ce fait de ne pas arriver à ce qu'on veut ou bien ce qu'on devrait avoir normalement, quoi. Très bien, merci beaucoup. Vous, dans le chat, n'hésitez pas aussi à dire quelle est votre définition de l'échec. Moi, j'avais lu il y a quelques années, puisque je devais préparer une petite capsule d'intervention sur l'échec. Et quand j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, j'aime beaucoup l'étymologie des mots. Et l'échec fait référence au jeu d'échecs. En fait, l'échec veut dire, dans son origine, le roi est mort. Donc, l'échec est synonyme de mort. Mais tenir en échec, ce que j'avais aimé, en fait, c'était que c'était aussi une manière de faire mourir la mort. C'est-à-dire que l'échec, c'est le summum, normalement, d'une situation de mort. C'est une mort irréversible. Mais Dieu merci, dans l'histoire, dans les situations, dans le dogme que nous suivons, on sait que la mort peut être vaincue. Donc, c'est un peu ce que l'on dit. Je pense que ça rejoint les deux perceptions que vous avez. Cette perception totalement lexicale du dictionnaire, qui est cette capacité ou cette incapacité à atteindre un objectif, ou cette capacité à le rater. Et j'ai envie de... Je ne sais pas pourquoi quand je dis ça, je pense à une ou plusieurs personnes qui se considéreraient comme des échecs ambulants. C'est un mensonge, donc un mensonge qu'on va
découdre ce soir. Et c'est aussi cette profondeur et ce rouleau compresseur qui peut faire ressortir de nous la quintessence des talents que nous sommes. Donc maintenant que le décor est planté, que les uns et les autres ont pu exprimer leur expérience ou une des expériences face à l'échec, des leçons qu'ils ont pu en tirer, moi j'ai envie de vous demander, donc Belinda, toi en tant qu'entrepreneur et puis au vu de ton expérience, comment tu as perçu, comment tu perçois l'échec quand on le rapporte à toi? Et justement, pour répondre à la question qui a été posée au public de manière beaucoup plus personnelle, quelle est cette expérience ou ces expériences d'échec que tu as faites et quelles sont les leçons que tu en as tirées? Alors, c'est une question à tiroir, Ashley. Donc la première, quelle est ma perception de l'échec? C'est bien cela? Oui, c'est ça. Alors, c'est de dire tout d'abord, l'échec ne me définit pas. Ça, c'est un mantra de vie. Alors, au tout début, quand on se prend plein de râteaux ou quand on se prend le mur ou quand ça ne tourne pas comme on le souhaiterait, on a tendance à se remettre en cause et à dire que ça, voilà, ça nous redéfinit et on accuse le coup, on perd confiance. Mais moi, j'ai appris, voilà, petite sagesse aussi de vie à me dire que l'échec ne me définit pas. Ça, c'est quelque chose de structurant et une fois, en fait, que l'on s'inscrit bien cela dans la tête, on apprend à définir soit la peur de l'échec, parce que des fois, ça peut aussi, faire qu'on ne prend pas de risques, mais soit la peur de l'échec, soit lorsque l'échec arrive, ça nous définit une capacité, ça nous nourrit dans nos capacités à rebondir, à dépasser et tu as dit quelque chose tout à l'heure sur l'étymologie, échec et maths et la mort. Effectivement, et il y a plusieurs étymologies du mot échec, hein. Et en fait, quand on arrive à cette mort, moi, c'est des fois cette mort intérieure hein, qui me définit et je sentais que voilà, je n'étais pas dans la réalisation du moi et que tout était coupé, toutes les options étaient coupées. Et je me suis dit, mais c'est après cette mort, c'est le renouvellement. C'est l'occasion du renouvellement. Donc, il y a un double mantra qui est d'abord, ça ne me définit pas, ça ne définit pas mon être. Et deuxièmement, que c'est l'occasion de me renouveler, l'occasion de me questionner, l'occasion de m'améliorer. Et l'échec, c'est cette résistance-là un peu du réel, cette adversité. Et c'est dans cette résistance du réel, en fait, que l'on découvre ses forces. C'est dans cette résistance du réel que l'on rebondit. Donc, pour remettre un peu voilà, tout ça dans une philosophie de vie que je me suis construite par rapport à l'échec, c'est au contraire complètement vertueux. L'échec a une vertu si on sait en tirer les leçons. On aura peut-être l'occasion après de revenir sur un certain nombre de philosophies ou de maximes ou de sagesse de vie, mais c'est ça, cette approche-là de l'échec. Peut-être laisser Cyriaque rebondir dessus, je sais pas, pour pas faire un long tunnel et un long monologue. Oh, d'accord, merci, merci Belinda. Moi, non, 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 c'est ça, hein, l'échec. Moi, je vais commencer par des exemples d'échecs. Le premier échec, c'est scolaire à mon niveau. Euh, de tout ce que je vous ai dit là, je vous ai menti, j'ai pas le bac. J'ai fait le bac 3 fois, ça n'a pas marché. La première fois, c'était la conséquence de j'ai pas bossé. La deuxième fois, j'ai bossé un peu, mais j'ai pas trop bossé. La troisième fois, j'ai vraiment bossé, mais le pays dans lequel j'ai fait, ils avaient un quota pour tout ce qui, parce qu'ils n'ont pas assez de place à l'université. Donc, après, il y a ça aussi, tu es dans un système. Donc, j'ai fait 3 fois le bac, que je n'ai pas réussi, mais ça m'a permis de comprendre ce que moi-même je voulais dans la vie. Je voulais devenir informaticien. Je suis allé faire une école préparatoire d'informatique. J'ai eu un BTS en informatique. Aujourd'hui, je suis ingénieur en sciences informatiques, option télécom, mais j'ai jamais travaillé en tant qu'informaticien. Je suis plutôt orienté communication. Donc, mon premier échec, c'est sur le plan même scolaire. Donc, j'ai pas le bac. Et ça, je le dis. Il y a même un article qui a été écrit que vous pouvez retrouver si vous tapez Je n'ai pas le bac Cyriaque Bogo, vous allez voir, il y a un article qui a été écrit par Inspire Mag, qui est un magazine français, il y a quelques années de cela. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque année, lorsqu'on sort les résultats du bac ici en Côte d'Ivoire, je fais ressortir cet article-là pour dire que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas
une fatalité. Donc ça, c'est le premier point que je peux dire sur l'échec. Le deuxième, c'est sur le plan professionnel. Euh, j'ai fait 6 mois de burn-out. J'ai tout fermé, téléphone, pas de mail, pas de téléphone, rien, 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 rien. J'ai perdu des opportunités, j'ai perdu des contacts, j'ai perdu plein de choses, mais ça m'a permis de me recentrer sur moi-même. Quelqu'un pourrait dire, tu as échoué. Je dis oui, j'ai échoué, peut-être j'ai perdu ça parce que je travaillais sur des contrats pour des personnes, j'ai pas pu honorer et autres, c'est un échec. Mais derrière, j'ai gagné quelque chose, c'est de me reconcentrer sur moi-même. Donc voilà un peu ce que je peux dire en entrée de jeu. Je pense qu'au fur des questions et autres, on pourra entrer en profondeur sur d'autres domaines. Merci beaucoup, Cyriac et Belinda. Du coup, pour rebondir et réagir à ce que vous avez dit, moi j'ai une question. Par exemple, Belinda, vous disiez, l'échec ne nous définit pas. Nous ne sommes pas nos échecs. Malheureusement, euh, force est de constater que lorsqu'un échec arrive, surtout quand c'est un échec qui est vécu collectivement, c'est-à-dire c'est un échec personnel mais qui est vécu collectivement, on peut être défini par cet échec. On peut se définir soi-même comme la personne qui a échoué, mais on a aussi tout un environnement, tout un contexte. Si je prends par exemple l'exemple de Cyriac et de l'échec au bac, qui n'est pas le sien puisqu'il a réussi d'ailleurs, il y a tout un écosystème qui appuie le fait qu'on a échoué. Comment, comment réussir à se détacher de cet échec et à ne pas en faire une identité? Alors, il y a 2 éléments. Le premier, 2 leviers pour moi, hein. En tout cas, moi, c'est ainsi que je l'applique. Le premier, c'est arriver à vraiment s'affranchir, en fait, à lâcher prise des conséquences de l'échec et à focaliser sur les capacités de rebond. En tout cas, moi, ça a été quelque chose qui a toujours, toujours été mon moteur. Je prends un exemple. Je n'ai, j'ai une situation là récente hein, sur la question. J'ai candidaté pour un poste de conseil dans une très belle structure qui fédère l'écosystème entrepreneurial et d'innovation en France. Et que ce serait une très très belle carte hein, à mon CV, à mon parcours et aussi d'un point de vue commercial. Mais je pensais, voilà, que j'allais être acceptée. Je n'ai pas eu ce retour positif. Sur le moment, ah, j'ai accusé le coup. Et je sais qu'autour de moi, beaucoup de personnes, voilà, ont fait cette démarche-là et ont été acceptées. Et collectivement, ben, en fait, oui, j'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir réussi cette étape-là. Ben, en fait, c'est d'abord de me dire, ben non, en fait, j'ai d'autres cordes à mon arc, j'ai d'autres occasions d'intégrer d'autres structures et je relativise et je lâche prise sur ça. Le deuxième levier, c'est en fait, c'est de se continuer à se mettre en mouvement pour dépasser l'échec, quel que soit le temps, le rythme qui est le sien. On peut accuser le coup et passer des mois à ruminer et autres. C'est pas grave, c'est un cheminement, c'est un deuil de l'échec à faire. Et on peut aussi, au bout de 3 semaines, se remobiliser, au bout de 2 jours, se remobiliser. L'essentiel, c'est le mouvement. L'essentiel, c'est quand on a le genou à terre, c'est quand on commence à mettre la première coudée, la première poignée pour s'appuyer, pour se relever. Et donc, c'est vraiment ces 2 leviers-là que moi, en tout cas, à mon niveau, je garde comme, mes armes, mes boîtes à outils pour affronter, y compris le regard et le et la non-bienveillance envers la critique ou la dureté et le jugement que l'on peut avoir pour soi-même, mais aussi ce que peut renvoyer, la communauté ou son écosystème social ou son environnement. Merci beaucoup, Waouh, Cyriac. waouh. Non, 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 moi je dis face à l'échec, hein, faut se comporter comme un enfant. Ça, je l'ai appris vraiment en observant beaucoup, non seulement moi-même ce que j'ai vécu, mais en regardant beaucoup les enfants. Quand un enfant tombe, qu'est-ce qui se passe? Pendant une minute, je veux que ceux qui nous suivent écrivent ce qu'ils ont constaté.
quand un enfant tombe, généralement, il fait quoi? Il a d'abord, si vous avez remarqué, il regarde ceux qui sont autour de lui. Comme la manière dont les gens vont réagir, ça va lui dire soit je reste toujours à terre, soit je me relève très vite. Il y a deux attitudes. Et c'est en fonction des gens qui sont autour d'eux. Et ça, c'est très important, surtout pour ceux qui nous écoutent ce soir. Euh, Quand tu tombes, souvent on veut sur qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, comment. Non, tu es tombé, tu regardes autour de toi, tu te nettoies, tu te relèves. Si tu n'es pas blessé, si ça t'a pas fait de grandes, tu te relèves. Et ça, c'est ce que les enfants font. Mais l'enfant va remarquer si ses parents commencent à être anxieux, ils sont inquiets et autres, il va commencer à pleurer. Même le truc, même si ça lui avait pas fait mal, il va commencer à pleurer. Il va faire parce que le regard que les gens lui apportent l'enfonce davantage. Donc ça aussi, c'est très important. Pour nous qui sommes autour des personnes qui ont vécu des échecs et autres, c'est à nous de leur tenir la main et de leur dire, ça ne te définit pas. Mm. Tu es tombé, c'est vrai, relève-toi parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui vient de t'arriver. Et je pense qu'on doit avoir cette attitude de parents aimants vis-à-vis des enfants et souvent même de se comporter aussi comme des enfants, de se relever, de ne pas trop regarder l'attitude de comment nos parents vont réagir, comment la communauté va réagir, comment mes amis vont réagir et de se relever et de continuer. Les mêmes qui se sont moqués de toi ou bien qui riaient de toi, quand tu vas réussir, c'est les mêmes qui vont venir prendre des conseils chez toi. Et ça, j'ai appris ça. J'ai appris ça. Pour revenir à ton exemple de truc professionnel, je me rappelle que j'ai été contacté par un chasseur de tête pour Meta. J'ai fait tous les entretiens, j'ai dit à Meta. Ashley, Alors, juste ah, pour c'est info, bon. Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, pour info, quoi. Donc, j'ai dit, Ashley, bon, on risque d'aller chez Meta, quoi, parce que ce que je vais ajouter, c'est que Mark Zuckerberg est en train de travailler sur la mise en place d'un conseil de surveillance sur le plan mondial, mais avec des personnes qui ne sont pas de Meta. Et j'ai été coopté pour être dans la mise en place de ce conseil de surveillance. Donc, après ça, qu'on a eu à travailler, après ça, qu'on me dit non, tu dois bosser, voici, Meta veut truc, est-ce que ça t'intéresse? Je fais tous les entretiens, j'ai dit bon, c'est bon, là, c'est bon, je vais travailler chez Meta. Par cloque, une grosse claque. On me dit non, tu ne peux pas travailler chez Meta parce que tu ne parles pas bien anglais. J'ai dit, what the f... Bon, non, lui, excusez, j'ai failli dire un gros mot. J'ai dit, parce que je parle pas anglais, mais parle anglais, là. Je peux prendre un coach, je vais me parler anglais si c'est que ça seulement, quoi. Mais ça m'a pris une grande claque, mais après, je me suis remis. Mais aujourd'hui, Meta dans notre région ne peut pas faire quelque chose sans que je ne sois consulté. Donc, si j'étais resté dans ma position, peut-être j'allais me dire non, je ne veux même plus avoir d'affaires avec eux et autres. Tout. Mais aujourd'hui, je collabore toujours avec Meta, mais sur un autre plan. Donc, voilà, donc c'est comment tu te... Le truc, c'est ton mindset, ta manière de réagir face à l'échec. Ça, c'est très, très important. Ce soir, je veux nous dire, soyons comme des enfants. Soyons comme des enfants. L'enfant, quand il tombe, l'attitude des autres va soit le faire davantage rester à terre ou bien se relever rapidement. Relevons-nous rapidement pour continuer l'aventure. Merci. Merci beaucoup, Belinda et Cyriac. Et je vais embrayer sur cette thématique parce qu'on a une question qui est assez importante et je pense qu'elle a besoin d'être adressée maintenant. Donc, elle nous vient d'Annick You qui demande comment Monsieur Bogou, et j'ai même envie de dire Belinda parce que je pense que c'est une thématique que vous connaissez aussi, on peut sortir d'un burn-out. Elle le vit depuis de nombreuses années. C'est le blackout total, malgré les accompagnements aussi médicaux, elle en perd le sommeil. Comment on passe de ces ténèbres à la lumière? Cyriac, vas-y. Comment ça... Attends, je regarde son nom pour ne pas écorcher. Voilà. Annick You. Annick Youf. Annick, ce soir, sache que Dieu t'a délivré du burn-out. Ce Amen. Seigneur-là, il y a 2 jours, je ne pouvais pas parler. Il y a 2 jours, ma voix ne Oui. sortait pas. Jusqu'à hier après-midi, ma voix ne sortait pas. Mais si Dieu a voulu qu'on puisse parler, c'est parce qu'il veut nous délivrer. D'abord, nous-mêmes qui nous parlons, mais vous aussi qui nous écoutez. Donc, Annie, reçois par la foi ce soir, derrière ton écran, que tu es délivré du burn-out. La personne qui délivre, ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas MC, c'est Dieu. Donne-toi tout entière à Dieu. Lis les Écritures et tu vas voir. Et je suis prêt à t'accompagner aussi, même à distance,
à continuer les entretiens avec toi pour que tu sois délivré totalement parce que je sens que ce soir, tu es déjà délivré. C'est juste que la fin, c'est déjà la fin. Comme on l'a dit, ce soir, on met fin aux échecs. Tu as déjà, et bon, je laisse Belinda continuer, mais c'est ce que je voulais dire. Et je me tiens prêt à t'accompagner par rapport à ça parce que j'ai vécu 6 mois de burn-out. Ça m'a fait perdre le marché, ça m'a fait perdre la face devant certaines personnes, mais ça m'a permis de me recentrer. Et aujourd'hui, je suis dans un objectif de vie. Je sais pourquoi je fais certaines choses. Amen. Amen. Belinda? Oui, Annick, je ne connais pas le contexte qui a amené au burn-out et ravie d'offrir aussi une oreille attentive, si tu le souhaites, en dehors de cette conférence pour écouter. Mais je souhaiterais te dire une chose, effectivement, et c'est en ligne avec ce que Cyriaque dit, sois bienveillante avec toi-même, sois miséricordieuse avec toi-même. Ça, c'est une première chose. On a une grâce que Dieu a mise en nous, qui est celle de rebondir à son image. Et ce qui t'est arrivé, quelles que soient les circonstances, laisse-le derrière. Décrète aujourd'hui que ça ne te définit pas, que tu le laisses derrière. Regarde dans cette épreuve les fissures, les failles que ça a créées. Essaie de retrouver la beauté, essaie de retrouver la lumière, essaie de retrouver ta force. Et tu commenceras petit à petit, voilà, à voir et à remonter. Mais cette miséricorde, cette confiance, cette espérance-là, parce que l'échec, ça ne te définit pas encore une fois. Et ce que je voudrais juste te dire, c'est le, il y a je crois que c'est Corinthiens, et on retrouve aussi dans les grandes religions du livre, on retrouve la même philosophie, la même approche et la même promesse. C'est l'Épître aux Corinthiens, je ne sais plus quel passage qui dit que Dieu est bon en fait et est miséricordieux et te soutient dans l'échec. Et, euh, et oh là là, je ne sais plus quel est cet épître, mais c'est Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces et en même temps, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. C'est quelque chose, j'ai pas tout le verset en tête, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc, c'est un message d'espérance profond que l'on porte en nous. Et s'il y a un élément auquel tu dois t'accrocher, c'est à cette espérance profonde et cette miséricorde et cette bienveillance-là que tu dois avoir en toi à l'image de Dieu pour traverser ce chemin-là. Et en tout cas, beaucoup de force, beaucoup de courage. Et je veux ajouter à ce que Belinda dit. Il faut relire le livre de Job. Relis le livre de Job. Parce que je ne sais pas qui parmi nous ici a vécu des situations plus que ce que Job Est-ce a que vous pouvez enduré. parler un peu plus fort? On vous entend pas bien. Non, 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 je disais, ce que je veux conseiller aussi à Annick, c'est de relire l'histoire de Job. Parce que je ne sais pas si parmi nous ici, des gens ont été vraiment, ont eu des épreuves comme Job. Job a eu de ces épreuves. Voir ses enfants. Non, non, c'est fort. Mais malgré ça, il est resté ferme. Il est resté ferme. Donc ce soir, reste ferme. Reste ferme. Et sache que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Parce que il ne veut pas que tu sois toi-même seulement délivré, mais il veut que par ta délivrance, d'autres personnes soient délivrées. Que tu sois une source de bénédiction pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'il te permet de traverser ça. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse qui est aussi inscrite dans notre échange et dans notre conférence. Alors moi, si vous me connaissez pas, même si je pense que c'est vrai que vous connaissez, je suis un peu la voix de ceux qui n'osent pas dire tout haut ce qui pose au fond de leur cœur, parfois un peu noir. Désolé, c'est dit. Et bon, oui, l'échec, c'est pas nous. Oui, l'échec, ça nous définit pas. Mais il y a des gens, je sais pas, on a l'impression que eux, ils ont une succession. C'est-à-dire qu'ils ont une succession d'échecs. C'est-à-dire qu'ils marchent, ils échouent, ils marchent, ils échouent. Est-ce que parfois notre échec, et quand je dis des gens, je me mets dedans aussi, est-ce que l'échec ou cette succession d'échecs n'est pas aussi le fait d'un mauvais chemin? Est-ce que le fait de persister
sur une voie, si on veut reprendre la définition que Cyriaque donnait en début en disant que l'échec, c'est le fait de rater ses objectifs, est-ce que l'échec n'est pas aussi une conséquence d'un objectif mal défini, d'un chemin mal emprunté ou d'un entêtement un peu trop entêtant et que cette succession d'échecs est due à autre chose que à toutes les circonstances qu'on a pu dire jusque-là? Oui, excuse Belinda, parce que ça me parle direct, cette question. C'est une Ça me attaque. parle directement. Non, 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 ça me parle parce que non, de toute ma carrière, de tout ce que j'ai vécu, de toute ma vie, j'ai 45 ans aujourd'hui. J'aurai ça le 2 septembre, j'ai pas encore les choses en train de partir. C'est seulement l'année dernière que j'ai compris que je n'étais pas connecté à la bonne source de tout ce que je faisais. Et ça m'a fait perdre du temps. C'est-à-dire, de début d'année jusqu'à maintenant, le temps que je suis en train de rattraper, c'est comme si je suis en train de rattraper plus de 20, 30 années de ma vie. C'est-à-dire Dieu en train de repositionner parce je n'étais pas connecté à la bonne source. Comme Jonas, Dieu me dit, va à Ninive, je fuis Ninive. Mais cette année, Dieu m'a dit, c'est ça, c'est par là que ta bénédiction va passer. C'est moi ta source de bénédiction. C'est pas autre chose. C'est pas ta connaissance, c'est pas tes titres, c'est pas tout ce que les gens disent. Vous savez, je vais choquer les gens ce soir. Tu peux, vraiment, tu peux penser que tu es sur la bonne voie. Tu peux avoir une bonne réputation. Tu penses même que tu as réussi, alors que tu es dans le fond même de l'échec. Tu es dans le fond de l'échec. Et tu ne sois pas connecté à la bonne source. Le fait que tu ne sois pas connecté à la bonne source peut t'empêcher de rentrer dans tes bénédictions. Donc, je dis ça pour le moment et puis après, je vais continuer. Belinda, alors juste pour Priscilla, la voix off de ce soir, a retrouvé le passage. Donc, c'est en 1 Corinthiens 10, Ah, 13. L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. merci, merci Maestro. C'est vraiment exactement ça. Et que l'on retrouve hein, vraiment, comme je disais, dans d'autres religions du livre, dans des sourates du livre saint du Coran, c'est Dieu ne te donne jamais de charge plus importante que tu ne puisses porter. Et ça, c'est quand on se nourrit de cette confiance, de cette espérance-là, pouf, ben, tout de suite, on est délesté d'un fardeau. Et on peut concentrer son énergie sur les vraies questions, les vraies actions, les vrais rebonds. Je vais rebondir sur la question posée, Ashley. Et quand on a l'impression que malgré tout, on stagne et on enchaîne les échecs. Oui, dans cette boîte à outils dont on parlait, qui est celle de changer son mindset, son état d'esprit, sa posture, qui est celle aussi de poser les bonnes actions. En fait, dans ces actions-là, des fois, c'est ce pas de côté que l'on fait aussi face à l'échec, cette analyse critique que l'on fait face à l'échec, cette introspection, ce voyage intérieur, hein, mais dans toutes ses dimensions, à la fois professionnelle, donc des choses très organiques, très pragmatiques, très objectives, très scientifiques. Est-ce que j'ai eu la bonne stratégie? Comment je capitalise sur les leçons, les lessons learned? Et voilà, tous ces trucs que l'on fait de manière très professionnelle, très pragmatique pour ne pas les reproduire. Ou est-ce que donc face au fight, hein, je stratégise ou au flight, comment je fais le dos rond, je laisse passer et puis j'attends que la situation s'améliore. Des fois, c'est mettre ce pas de côté et ne pas être dans l'action forcément et d'être simplement connecté, d'être simplement aligné, d'aller chercher cette sagesse-là de l'action dans l'inaction et de dire non, mais en fait, c'est peut-être pas la bonne décision, c'est peut-être pas le bon chemin, peut-être que j'insiste. Donc, l'échec aussi a ça de bon, de faire un reset total et de pousser à se repositionner, à s'aligner, à être tuned in, hein, c'est ce que disent souvent les Américains, sur les bons capteurs, les bons récepteurs. Et ça, c'est pas facile parce que ça renvoie à un élément où on se dit oui, mais je rejette, mais aussi c'est peut-être de l'abandon. Mais des fois, c'est aussi de simplement de resynchroniser, de repartir à zéro et de pas être dans le bon et dans le bon. Et bien sûr, dans cette boîte à outils, l'élément spirituel qui nous guide et qui nous donne cette force intérieure.
Donc le message, oui, c'est toujours vertueux, Oui, oui, oui. quoi qu'il en soit. Toujours vertueux, quoi qu'il en soit. Très, très, très Et profond, très fort. pardon, non. Ashley, pardon, ce qu'elle vient de dire, elle vient de donner une clé pas possible. Repartir à zéro. Souvent, dans nos conceptions, on ne veut pas repartir à zéro. Moi, je suis en train de repartir à zéro, comme je vous dis. Je connais plein de choses. Moi, aujourd'hui, je suis dans une posture d'humilité, d'apprentissage. C'est-à-dire, aujourd'hui, je n'avais pas le cran d'aller vers des personnes pour leur dire, voilà, j'ai tel souci, tel souci, tel souci. Parce que ton ego veut prendre. Aujourd'hui, je vais vers des personnes pour leur dire, voici le mal dont je souffre, voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être formé, j'ai besoin de venir à tes pieds pour me connecter, pour apprendre de toi, même si tu es plus petit que moi par quelque chose que j'ai pas. Je veux apprendre de toi. Et c'est ça aussi, repartir à zéro, dans l'humilité, reconnaître que je ne connais rien. Parce que quand un verre est déjà plein, on ne peut rien y ajouter, se vider complètement. Et c'est devant qui on peut se lever. C'est devant Dieu qu'on se lève. Seigneur, me voici. Comme je suis, je vais laisser de côté mon intelligence, tout ce que les gens pensent que je connais, je vais laisser ça de côté. Je veux venir à tes pieds. Je veux apprendre de toi, Seigneur. Je veux apprendre de toi. Guide-moi vers les personnes qu'il faut. Guide-moi vers les formations qu'il faut. Guide-moi vers les trucs que je dois faire pour être vraiment dans ton plan. Parce que derrière le vrai plan, c'est que il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si tu ne fais pas ça, là, tout ce que tu vas faire, là, cette finalité, là, si tu n'arrives pas à ça, tu as raté ta vie sur terre et dans les cieux. Donc, le vrai plan, c'est ça, mais comment tu fais pour y arriver? C'est pour ça qu'il faut se vider et repartir. Merci HD, excusez si j'ai pris du votre temps. Non, non, pas du tout. Non, le stage, it's yours. Donc vraiment, je suis édifiée et je pense que tout un chacun l'est aussi. N'hésitez pas à réagir en commentaire dans le chat. Vous avez aussi en bas le question-réponse ou Q&A en fonction de quelle langue est sur votre appareil. Et ce que vous avez dit est très fort. Et il y a une phrase, effectivement, il y a une partie qui est importante. Repartir à zéro. Euh, on peut avoir l'impression que l'échec, c'est le fait d'aller à zéro, alors que repartir à zéro pour aller plus loin, c'est aussi une clé de succès. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'a fortement parlé, c'est lorsque vous parlez aussi de l'entourage et de la force de l'entourage dans ce que nous vivons et dans ce que nous traversons. Et il y a aussi cette kénose, le fait de se dépouiller totalement pour pouvoir être rempli. Effectivement, l'échec, et je pense que c'est Cyriaque, toi, vous l'avez dit de manière différente, mais cette suffisance aussi de se dire que là où je suis, j'ai réussi. Parfois, le fait de toujours avoir l'impression que là où on est, c'est une bonne chose sans être en mouvement est un échec. En plus, c'est un échec silencieux, puisqu'on est en mouvement perpétuel. Donc, le fait d'être confortable dans sa situation sur une longue période sans aucune remise en question est un échec déguisé qui va nous rattraper plus tard. Donc, je trouve ça très puissant de dire que se synchroniser, se resynchroniser, c'est aussi une forme de réussite. Accepter de repartir à zéro. Nos téléphones portables, on le voit, nos smartphones, pour qu'ils restent smart, ils ont besoin de mise à jour. Et souvent, cette mise à jour, elle nécessite qu'on éteigne le téléphone. D'ailleurs, le téléphone s'éteint automatiquement. Et il y a des mises à jour, quand elles sont effectives, qui nous font effacer certains paramètres, parce que ce paramètre a besoin, pour être de version optimale, il a besoin de disparaître. Pour que ton téléphone soit opérationnel dans la mise à jour, il y a des choses qui disparaissent. Il y a des contacts même qui s'envolent. Tu essayes de les retrouver, tu ne les retrouves pas. C'est la technologie qui te dit que cette personne-là ne doit plus être dans ton carnet d'adresses. Et je pense que c'est quelque chose de très fort qui a été dit. L'échec, c'est aussi notre incapacité à repartir à zéro. Je connaissais à l'époque où je suivais les influenceuses et blogueuses pour le cheveu afro, une influenceuse américaine qui tous les 2 ans se rasait parce qu'elle estimait que pour que son cheveu soit à son paroxysme, à sa quintessence, il fallait qu'elle coupe. Donc tous les 2 ans, quelle que soit la taille que le cheveu avait, elle coupait. Et j'ai envie de demander ce soir à quelqu'un, qu'est-ce que tu n'as pas coupé? Depuis combien de temps tu ne t'es pas remis à zéro? Tu n'as pas fait reset dans ta vie, dans ta situation, dans tes circonstances.
voilà, on parle d'échec, on a l'impression de stagner. Et il y avait une question qui demandait quel est le premier pas quand on a l'impression de stagner. Ben, peut-être que le premier pas, c'est de repartir en arrière. Peut-être. Pour avancer, D'où il reculer, faut pouvoir, oui, d'où l'expression reculer reculer pour mieux pour sauter. mieux sauter. C'est vrai, c'est vraiment Mm. ça. Donc, voilà, pour faire un petit retour de ce qui a été dit par rapport aux échecs vécus et aux leçons apprises. Donc, en tout cas, en termes de leçons, il y a eu la remise en question, apprendre de ses erreurs, ne pas s'auto-flageller, se renouveler, se dépasser, la transparence, être transparent, le travail, la force, la persévérance, la patience, la prière. Je fais un point, je reviens après avec ça. La prière, ne jamais renier ses valeurs, l'humilité, la bienveillance, l'ouverture. Et quand on parle de prière, voilà, moi j'ai une question, on commence à avancer un peu dans notre conférence. Et vous savez qu'ici on parle de Dieu, c'est une question de foi. Quelle est la place de la foi, de votre foi dans les échecs? Et comment la foi, si tant est que c'est possible, c'est une question rhétorique bien sûr, comment la foi peut nous prévenir des échecs? Et est-ce que la foi nous prévient des échecs? Et est-ce qu'on peut prévenir un échec? Je vais le prendre, mais Ashley, tu m'as tendu la perche tout à l'heure sur quelque chose et il y a une vérité universelle. Au fond, on n'apprend jamais dans les réussites. Quand tout va bien, on n'apprend jamais. C'est l'ivresse, au contraire, d'une tour d'ivoire où on ne se remet jamais en cause, où tout va bien. Donc, l'échec, si ça peut changer la façon dont on embarque l'échec, c'est de dire l'échec doit vivre avec nous. On doit toujours mener notre vie, notre bâton de pèlerin, de berger, toujours avec un pas vers l'échec, un pas vers la réussite ou le succès. C'est ainsi qu'on s'accomplit. Là, quand tu l'as dit, j'ai quelque chose qui m'est venu, mais très rapidement, que je voudrais partager. Peut-être si ça peut résonner ou à l'audience. Je prends l'image de la pile. Une pile, il y a une borne positive, il y a une borne négative. La borne négative, l'anode, c'est celle qui fait les électrons. La borne positive, c'est celle qui fait le mécanisme de réaction, hein, qui produit l'électricité. Et ça circule toujours de l'électron, de l'anode vers la cathode, du négatif vers le positif. Et je me rappelle, moi, quelqu'un m'avait décrit ça, et je le fais mien, c'est dans la vie, si on considère que la pile, c'est la vie, ce magnétisme, cette force, cette puissance que l'on porte, c'est cette pile, on ne peut se nourrir, produire de l'électricité, de l'énergie créatrice, du génie humain voilà, que Dieu place en nous, que si on a ce mouvement du négatif vers le positif pour que cette catalyse se fasse et que la lumière, l'électricité circule. Et donc ça, quand on revient à ça, c'est important de te dire que tout comme on marche sur deux pieds, on marche à la fois sur un pied, sur des choses positives, les succès, les beaux moments, les joies, mais c'est aussi l'autre pied, les échecs, les fois où on a le genou à terre, mais aussi les fois où on se relève. Et ça se nourrit. Donc, je ne sais pas, c'est quand tu as dit ça, au fond, on n'apprend pas quand on est dans la tour d'ivoire et dans le soleil. On apprend quand on est dans la cave, dans l'obscurité, et il faut toujours ce mouvement, cette dualité extrêmement importante de la pile. Donc, je ne sais pas si ça peut servir comme petit élément pour l'audience. Gros élément pour moi. Je Ça note. sert, Belinda, ça sert grave, ça sert grave. Et je pense que tu as résumé tout ce qu'on devait dire ce soir avec juste l'exemple de la pile, en fait. Et ça, non, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire quand on est dans notre tour d'ivoire de réussite, même quand tu donnes des conseils, tu n'entends pas. Mais c'est quand tu es dans une situation difficile, héros, tout ça, quand les gens viennent parler, tu prends la peine de les écouter, des personnes que tu rejetais avant. Donc, je pense que l'un des moments qu'on doit le plus chérir, c'est ces moments d'échec-là. C'est vraiment se demander, Seigneur, tu m'as amené là, là, c'est pourquoi? Parle-moi. Comme Jacob pouvait le dire, je ne veux pas te laisser partir tant que tu ne m'as pas donné ce que tu dois me donner.
dans ces moments d'échec, Seigneur, tu veux que j'apprenne quoi? Tu veux me relever de quoi? Tu veux que je me débarrasse de quoi? Seigneur, dis un mot, sinon tu ne vas pas parler. Dis un mot. C'est la partie où on dit, Seigneur, dis un mot. C'est dans l'échec, c'est pas dans la réussite. Dans la réussite, tu es en train de boire tes champagnes, tu n'as même pas le. Souvent, on oublie Dieu. Souvent, on oublie Dieu. On oublie même que la source de notre bénédiction, c'est Dieu. On pense que c'est notre intelligence. On pense que c'est parce qu'on vient d'une bonne famille, bien parce qu'on a fait de très belles écoles, c'est notre réseau, notre connexion qui nous emmène là. Mais non, quand on tombe, c'est lorsqu'on se rend compte que tout ça, c'était comme un château de paille. Et c'est là que Dieu dit, tu vois, tout le monde est parti, ils t'ont laissé. On n'est que bien deux. Viens, on va parler face à face, toi et moi. Et c'est là maintenant, Dieu dit, prends le cahier et note. Et tu notes, tu notes, tu notes, tu notes. Et quand tu sors de là, quand tu sors de là, ta vie n'est plus jamais la même. Ta vie n'est plus jamais la même. Et ceux qui sont autour de toi voient ce changement. Et si tu sors d'un échec, c'est la même chose. C'est que tu n'as pas encore bien échoué. Tu n'as pas encore bien échoué. Quand tu as bien échoué, quand tu sors, tout le monde sait que non, lui, il vient d'une zone, c'était difficile. Parce que tu auras des priorités dans ta vie. Tu ne vas pas te laisser aller dans tout. Tu auras des priorités. Et c'est le moment, c'est le meilleur moyen que, c'est le meilleur moyen d'être enseigné. L'échec, vraiment, vraiment dans le succès, on n'a pas ce temps, on a d'écouter, on n'a pas le temps. Et non, non, c'est dans l'échec que faut tout puiser. Dis, Seigneur, tu veux que je pas permis cet échec. Alors, Cyriaque, je veux juste rebondir sur quelque chose où j'aimerais qu'on approfondisse. Si un échec ne vous a pas transformé, c'est que vous n'avez pas bien échoué. Donc, comment savoir que nous avons été transformés par l'échec? Ah, c'est une masterclass, tu veux qu'on fasse. Non, non. Vous savez, c'est pourquoi même tu as échoué. Ça va t'amener à te poser la question, pourquoi j'ai échoué? D'habitude, peut-être que j'étais brillant là, mais aujourd'hui, pourquoi j'ai échoué? Quand tu te poses cette question, tu te retrouves. C'est-à-dire, je ne sais pas comment, il y a des choses, il faut vivre. J'arrive pas à expliquer, je ne sais pas, les mots ne viennent pas. Faut les vivre. C'est-à-dire, le seul truc que je peux dire, c'est reconnaître quoi en Dieu. Bélinda, est-ce que vous avez envie de réagir sur, sur cette notion de transformation après l'échec, de non-transformation? Pardon. J'ai juste un petit peu d'eau, j'ai la gorge. En attendant, je vais inviter les uns et les autres peut-être à poser leurs questions. Je vous trouve un peu silencieux dans le chat. Est-ce que c'est par manque de questions? Est-ce que c'est parce que vous êtes trop inspiré? Est-ce qu'on a répondu à tout? Vraiment, c'est le lieu de poser toutes les questions parce qu'on doit sortir de là transformé. C'est très important. Euh, je vais apporter je vais, pardon, oh là là. Je vais ajouter des éléments complémentaires par rapport à ce qu'a dit Cyriaque sur cette transformation de l'échec. C'est une transformation permanente, l'échec. Et donc, il y a deux temps hein, pour moi, qui coexistent. Il y a un temps qui est celui du temps figé du moment, où on se dit, OK, quand je regarde en arrière, ben, je réagis pas de la même façon. J'ai mis les stratégies pour arriver à atteindre ce que je fais et ne pas reproduire l'échec. Hein. Et d'ailleurs, il y a, enfin, vous avez compris, hein, la philosophie, c'est mon dada. Bachelard disait toujours que le génie, c'est d'arriver de toute façon à bien, enfin, je me rappelle plus des termes exacts, mais la phrase disait ça, c'est le génie, c'est d'arriver à apprendre de ses leçons et à ne pas les répéter d'une certaine façon. Et donc ça, c'est le premier temps très mécanique, très organique de dire voilà, l'échec nous a transformés. Mais l'échec nous a transformés aussi dans une rémanence des choses, hein, quelque chose qui nous transcende. C'est quand on est capable d'être serein, c'est quand on est capable d'être en abandon face à ces événements d'échec qui arrivent, enfin, je vais pas dire ces expériences d'échec, et quand on est capable de toujours, en toute chose, ressentir la force de rebondir. Et vraiment, c'est un mantra hein, que, en tout cas, moi, je garde comme philosophie de vie. C'est une transformation permanente. C'est une quête de vérité permanente. C'est un rebond permanent. C'est une nourriture permanente
dans la confiance et dans l'espérance et dans notre capacité à surmonter quelles que soient les tribulations, les adversités et les résistances. Et quand on a ça en soi, en fait, on le respire. Et ce n'est plus quelque chose où on se dit, OK, là, j'ai réussi. Non, c'est une posture de vie. C'est une forme de sérénité, on y reviendra et peut-être sur cette question de foi. C'est une forme de sérénité que l'on porte en soi pour se laisser aller en confiance dans ce chemin-là, dans ses hauts et dans ses bas. Et moi, ce que je peux rajouter à ce que Belinda vient de dire, ça nous fait comprendre beaucoup de choses. Que d'abord, tomber, c'est humain. Tomber, c'est humain. Mais se relever, ça provient de Dieu. C'est divin. C'est-à-dire, se relever après un échec. C'est là que tu vois que c'est Dieu. C'est tellement divin que tu peux, comme elle a dit, tu peux pas expliquer. Ça devient, comment je vais dire ça? Ça devient ta manière de vivre. Ça devient ta manière de vivre. Merci beaucoup. On avance délicatement, douloureusement vers la fin, mais il y a de plus en plus de questions qui sont en train d'arriver. Ce que je vous propose, c'est de peut-être passer aux questions-réponses de telle sorte qu'on puisse aller en profondeur dans toutes les questions. La première, et c'est des questions qui vont faire référence à notre foi et à votre foi et à la place de la foi dans cette notion d'échec, mais aussi dans cette notion de reconstruction. La première question, c'est comment l'éducation, enfin, on sait que l'éducation et la culture a une influence sur notre perception de l'échec. Comment changer ça? Comment changer ça ou comment s'adapter à ça? Voilà. Ça, c'est la première Ok, question. non. Je peux. Est-ce qu'on peut faire, Ah, pour ne pas, on va aller de question en oui, question, c'est mieux. Ok, donc Sinon, allons-y oui, si oui. on veut alors. Voilà. relire toujours. Voilà. Cher Pour Cyriaque, je veux l'exemple, bien prendre celle-ci. Je veux bien oh, inaugurer celle-ci Bé- parce que. Bé- Oui. Belinda, pardon, c'est encore sur mes lèvres. Il faut Ah, que je d'accord, finisse pardon, rapidement vas-y. ce là. En 2017, je suis invité par le département d'État de Washington aux États-Unis. Chaque jour, on va rencontrer des personnalités. Mais je revenais quand on fait le débrief le soir, là. Je suis le seul qui n'a pas beaucoup de cartes de visite. Je ne comprenais pas. Donc, un jour, j'ai demandé à mes collègues, mais comment vous faites? Et puis, vous avez plein de cartes de visite. Quel genre de questions on vous pose? Et puis, ils disent non. Les gens là nous demandent comment on a échoué, comment on s'est relevé de nos échecs. Il a dit, mais chez moi, là, moi, je parle seulement de comment j'ai réussi, comment j'ai fait tel projet. Mais le lendemain, quand je suis parti, tu me poses la question, tu ne me poses pas la question. Quand je te regarde, il dit, do you know me? I fail, oh, I fail. Parce que ce n'est pas dans notre culture francophone. L'échec n'est pas dans notre culture francophone. Regardez tous ceux qui ont réussi. C'est rare de savoir comment ils ont. Tu peux savoir comment ils ont échoué. Ils ne vont jamais dire. C'est des choses qu'ils cachent. C'est culturel. Il faut qu'on change notre mentalité. Qu'on apprenne que l'échec n'est pas une fatalité. Et qu'on peut se relever de notre échec pour réussir. Absolument, absolument, Cyriaque. Alors, moi, je donne un témoignage personnel, à la fois en tant que professionnel, mais aussi à la fois en tant que parent, et ayant vécu, eu des expériences professionnelles dans différents pays. Il y a clairement un relativisme culturel et sociétal hein, sur l'échec. Et là, je vais opposer la conception américaine, là, Syria, que tu as indiqué, et la conception française. En France, si on a échoué, on est marqué au fer rouge. C'est un stigmate. On a honte. Point. C'est vraiment une honte. Et aux États-Unis, si on a échoué, ben en fait, c'est la preuve qu'on a été audacieux. On a tenté. Et on sait qu'on ajustera le tir pour la prochaine fois. Et en fait, et on parle d'éducation sur la question qui a été posée, là, comment notre éducation et notre culture. Le système éducatif reflète aussi ces perceptions-là de l'échec. En France, en fait, c'est le fast track. On n'a pas le droit à l'échec. À 16 ans, et là, je parle en tant que parent, il faut que les enfants aient le temps aient déjà choisi ce qu'ils veulent. Et puis, il y a pas d'erreur de parcours. Aux États-Unis ou dans des cultures ou des pays comme en Allemagne, on admet qu'on prenne le temps de. Il y a aussi une question qui était sur le temps. On admet qu'on prend le temps de se construire, le temps de douter, le temps de tenter, d'essayer, et pour trouver son chemin. Mais en France,
l'échec est vécu, en tout cas dans une psyché un peu latine, comme un élément absolu voilà, de stigmate. Et ça, je le vois professionnellement, je l'ai vécu. Et personnellement, en tant que parent, je le disais, le dernier point, c'est mes enfants ont eu la chance aussi de vivre aux États-Unis. Et je vois l'impact que ça fait sur leur capacité à être voilà, très autodirigés, très entrepreneurs, très déterminés, versus une éducation, comment elles auraient été, hein, leur personnalité, si elles avaient eu leur cursus uniquement aux États-Unis. Uniquement en France. Et aux États-Unis, c'est la capacité à monter sur la scène, à être à l'aise, à dire des jokes, et puis les gens ne rient pas, c'est pas grave, on se prend un revers, c'est pas grave, et on réessaie, et on réessaie, et on réessaie. Et donc ça, c'est un élément vraiment très, très fort. Je ne sais pas qui a posé cette question sur l'éducation, et effectivement, on aurait dû peut-être l'aborder dès le début. Il y a un vrai biais culturel et sociétal sur la notion d'échec, et qui ruisselle sur l'offre éducative et la façon dont aujourd'hui la société et le monde de l'emploi, le monde de l'entreprise aussi approche cela. Il y a un dernier point, si vous le savez, il y a quelques années, hein, quand on était un chef d'entreprise qui déposait le bilan, et je le dis là parce que je suis aussi chef d'entreprise et que des fois on a des situations, et Cyriac, tu le sais, où on peut se poser la question de déposer le bilan. Ah, ben là aussi, on se prend un mur. Et en France, jusqu'à, je ne sais plus quelle année, dans les années 90 ou fin 90, on était marqué au fer, hein, il y avait un fichier, je ne me rappelle plus le nom de ce fichier, qui inscrivait tous ceux qui étaient déposés au bilan. Et quand on allait regarder, bon, on allait enquêter, rechercher sur ce fichier, bon, on était marqué au fer rouge. Encore cette notion de stigmate. Donc, j'ai pris plusieurs exemples professionnels, entrepreneuriales et aussi en tant que parent pour dire oui. Et ça, il faut qu'on le déconstruise aussi, tout un chacun. Merci beaucoup, Belinda. La voix off de ce soir, Priscilla, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu? Si oui, est-ce que tu peux les dire, s'il te plaît, une par une? Alors, il y a une question qui nous vient de Elfriede Didea. Elle dit ceci: quelle est la place de la vision et de l'humilité dans la renaissance de ces cendres? Est-ce qu'il faut que je répète? Euh, Belinda, Cyriac, Belinda. Non, Alors, non, c'est alors bon. C'est c'est des bon. Vas-y. questions Non, Belinda, très, vas-y. très, très philosophiques. Merci, Cyriac. Quelle est la place de la vision et de l'humilité? Alors, Cyriac avait parlé de l'humilité tout à l'heure. Humilité, hein, c'est humus, ça vient de humus, un vocabulaire agricole, hein, qui veut dire terre. Donc, l'humilité, c'est on revient à la terre. On revient à un point de vue euh, qui est celui de la lucidité. Et donc, quand on revient à ce point de vue-là, il faut être confiant aussi que, en fait, c'est ce pas de côté dont je parlais où on revient à des éléments lucides, de vision, de repositionnement. Et donc, c'est important, je dirais. C'est sur le chemin critique, pour prendre un vocabulaire un peu de chef de projet hein, que j'ai été, c'est sur le chemin critique de cette renaissance, de ce renouvellement, du rebond, que de redescendre sur Terre, de redescendre à un autre niveau, à un autre point de vue. Je ne sais pas si ça répond à la question d'Elfried, mais ça fait partie du chemin. Merci beaucoup, Elfriede. On espère qu'on a répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à nous le signaler. Priscilla, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, il y a une dernière question, mais qui a été partiellement répondue, qui est sur la notion du temps. Donc, peut-être qu'on va peut-être compléter quelque chose sur cette notion-là. Alors, je la repose. Dans un monde où tout va très vite, comment accepter de prendre le temps nécessaire pour se reconstruire après un échec? Cyriac, tu veux y aller ou je peux y aller aussi? Je pense que vous pouvez Non, non, commencer et puis Cyriac viendra compléter. Ah, ok. ouais, ouais, pardonnez. Ok. Dans un monde où tout va très vite, alors le mal, il est posé là. Comment prendre le temps nécessaire? Je parlais de bienveillance, je parlais de miséricorde. Et hier, j'étais à un panel où aussi on a posé la question de cette compétition que l'on a face à soi. Donc, en fait, le premier démon et le premier
comment dire, détracteur, souvent il est intérieur. Donc ça veut dire prendre le temps, c'est s'écouter. Prendre le temps, c'est se poser. Et en fait, et ne pas être en compétition avec quiconque. Donc, se remettre d'un échec, il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de norme ISO 14926, je sais pas quoi, et qui dit le délai moyen pour se remettre d'un échec, il est de temps. Se remettre d'un échec, c'est sa capacité à l'auto-analyser. Et si on prend du temps pour l'analyser, ben, so be it. Le temps doit être pris. Je rebondis sur Annick, hein, qui évoquait cette situation de burn-out. Pareil, il faut prendre le temps de penser ses plaies. Parce que ben, quand on sort d'un échec, des fois, on est projeté. Ça peut être très violent. Et donc, il faut prendre le temps de se penser. P-A-N-S-E-R, mais de penser, P-E-N-S-E-R aussi, ce qui s'est passé et comment on se projette. Donc, ce temps-là, on doit se le donner. Parce que quand on se précipite trop, ben, en fait, on va d'échec en échec. Hein, tout simplement, l'expression existe. Merci beaucoup. Cyriaque, est-ce que vous voulez réagir? Non, je pense que ce que Belinda a dit, c'est la même chose que je voulais dire, hein, donc c'est pas trop la peine. Gagnons en Ok. efficacité avec d'autres questions. La voile mielleuse de ce soir, Alors, les y a questions des questions? pleuvent. Je crois que tout le monde veut encore apprendre sur la Renaissance face à l'échec. Alors, donc nous avons deux nouvelles questions. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui craint de recommencer par peur du regard des autres? Et oui, ça, je l'apprends en même temps directement parce que non, ça, c'est quelque Cyriaque, chose qui est-ce que vous arrive pouvez à. mettre votre caméra? On ne vous voit plus. On ne vous voit plus. Je- Alors, on a un souci technique. Ah, voilà, c'est bon. On n'entend pas. Désolé, c'est parce que j'ai changé de cadre. Désolé, désolé, désolé. Commence à avoir trop de bruit dans le resto. Juste pour info, c'est l'anniversaire de ma fille aînée. Donc là, je jongle entre les deux. Désolé, désolé, désolé. Non, 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 non. Euh, le regard des autres, c'est ce qui risque de te tuer. Et n'aie pas honte du regard des autres. Le seul regard pour lequel on doit lever nos yeux pour avoir son approbation, c'est le regard de Dieu. Tant qu'on ne comprend pas ça, on va se mettre dans des problèmes. On va se mettre dans des difficultés. On va aller d'échec en échec. Mais quand on lève les yeux vers Dieu et que nos regards se croisent, vous voyez, c'est comme les parents et puis l'enfant. Il y a des moments, surtout moi, ma maman, elle était forte dedans. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, elle ne parle pas, elle te regarde juste, ça te remet dans le droit chemin. C'est la même chose. Cherchons à avoir cette connexion entre nous et Dieu. C'est-à-dire le regard de Dieu, dès qu'il va nous regarder, là, et comme on est connecté, on sait ce qu'on doit faire. Mais si c'est le regard des hommes, tu vas regarder. Ces hommes-là, le jour où tu vas t'abaisser, tu ne vas plus les voir autour de toi. Pour dire, même, ils vont te regarder. Regarde à Dieu, ne regarde pas aux hommes. Ayons cette humilité-là de dire, Seigneur, me voici nu devant toi. Je ne veux rien te cacher. Voici ma vie. Voici tout. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, ils étaient nus. Le seul jour où on dit qu'ils ont pris quelque chose pour essayer de se couvrir, c'est ce même jour-là, Dieu s'est fâché avec eux. C'est ce même jour-là, qui vous a dit que vous êtes nus. Hein? Donc, c'est ce jour-là, parce que le dress code pour rester dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, là, c'était la nudité. Eux, ils sont allés mettre habits. Le dress code, là, c'était de se mettre nu. Le jour où tu mets habit, là, Dieu s'énerve. Parce qu'il dit, oui, tu veux compter sur toi, tu veux faire ceci. Soyons nus devant Dieu. Cherchons son regard. Le dress code qui marche avec Dieu, là, c'est la nudité. C'est pas autre chose. C'est pas tes derniers habits, tu vas porter la dernière marque. Il ne regarde pas ça. Il regarde comment tu es. Ce qu'il y a dans ton cœur, comment tu vis. C'est ça qui l'importe. C'est pas. Donc, les regards des autres, là, ceux qui ont dit, ah, mais lui, là, il est fou maintenant, il s'habille pas pour se promener, oh, tout, tout, tout. Ça, c'est le regard des hommes.
Mais Dieu, quand il te voit, là, il est content parce qu'il sait que tu as porté la dernière marque dans ta nudité, là. Tu es à jour. Les autres vont te prendre pour un fou, mais Dieu dit, lui, là, il a ma sagesse. Recherchons le regard de Dieu et non le regard des hommes. Amen, Je peux merci beaucoup. ajouter quelque Bien chose, sûr, Ashley Syriac. vous pouvez La faire tout ce question, que vous c'est voulez. quel conseil donneriez-vous donc à quelqu'un qui craint de recommencer? Il faut dire, la personne a recommencé déjà. Donc, elle a déjà eu la force de se mobiliser pour recommencer. Donc, ça, c'est déjà un élément de confiance et pour se faire confiance. C'est juste, quand on recommence, c'est que déjà par rapport à ceux qui n'ont pas commencé ou qui n'ont pas fait le premier pas, nous, on a fait le premier pas. Celui qui l'a fait a fait le premier pas. Donc, c'est déjà se dire, OK, ben, je suis confiante. J'ai fait ce premier pas et j'avance. Donc, la peur, le regard des autres, comme disait Jacques, non, on s'en fiche. C'est déjà, vous avez eu, tu as eu, nous avons eu la force de faire ce premier pas et de recommencer. Ça, c'est extrêmement important et juste s'accrocher à ça. Et le reste, on se confie à Dieu et on fait confiance dans le chemin. Merci beaucoup. Cécilia? Oui, oui. Allô? Oui. Une question qui nous vient de Catherine. Quel conseil pour nous, parents chrétiens, sur l'échec? Parce que nous avons l'habitude de dire aux enfants, toujours à la tête. Alors, je sais pas toujours à la tête, je connais pas cette expression, pardon. Qu'est-ce que... Toujours à la tête, jamais à la queue. C'est une Ah, expression très chrétienne. On entend souvent dans les chansons chrétiennes, dans les renouveaux charismatiques. Je serai toujours à la tête, jamais à la queue. ah, ok, Voilà, pardon, dans donc une chanson, d'accord. Je croyais que c'était par rapport. Ok, très ouais. bien. Euh, alors là, je ne sais pas s'il y a un mantra ou une recette miracle ou autre, mais je dirais déjà donnons beaucoup d'amour à nos enfants. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui hein, qu'il y avait une prêche dans ce parcours de carême ou si c'était hier sur la malédiction. Je suis une chaîne où tous les jours, donc j'ai un parcours de carême. Et il disait la malédiction, c'est la mauvaise parole associée, la parole associée à une mauvaise intention. Et en fait, quand j'écoutais cette prêche-là d'un prêtre, et je me suis dit, mais il faut que je fasse attention à ce que je dis à mes enfants. Parce que des fois, on dit des choses, même lorsqu'on a l'impression de les ressaisir, hein, de faire un peu électrochoc, mais en fait, on est en train de dévaster complètement, de saper complètement la confiance de nos enfants. Donc, je dirais, première chose, donnons-leur tout l'amour qui les met en confiance et qui leur permet de posséder tous les leviers émotionnels, psychiques, intellectuels et de motivation pour affronter l'adversité et l'échec si ça arrive. Donc, ma réponse, elle est vraiment une réponse de mettons l'agapé, mettons l'amour au cœur de tout et c'est là, c'est de là que vient la lumière, c'est de là que vient la force. Merci beaucoup, Belinda. Thérèse, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi, ce que je peux dire, c'est vrai que chez nous, ici, on a cette truc toujours à la tête, jamais à la queue et autres, tout, tout, tout. Mais je veux dire, c'est à nous, parents, de savoir parler à nos enfants. Les enfants comprennent. C'est à nous de leur dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Disons la vérité à nos parents. Ne soyons pas comme des parents qui disaient oui, moi quand j'étais petit, je marchais 10 kilomètres pour aller à l'école. Et dites-leur la vérité, Joe, c'est parce que c'était chaud que je marchais. C'est pas, voilà, c'est pas autre chose. C'est pas parce que j'avais le zèle de l'esprit. Non, c'est parce que c'était chaud. Apprenons, soyons vrais, soyons transparents, soyons même vulnérables. Apprenons à nos enfants. Ça va pas. Moi, je me rappelle, l'année dernière, j'ai perdu un de mes mentors, mais c'est vraiment, ça m'a fait très mal. Et je bénis Dieu parce que l'année dernière, au mois de février, quand j'ai appris qu'il ne se sentait pas bien, ma fille qui n'avait pas vu depuis sa naissance, donc qui avait 8 ans, on est parti ensemble lui rendre visite. Elle a passé du temps avec lui. Et sa femme m'a dit, quand je suis allé pour les funérailles, elle m'a dit, c'est les derniers instants qu'il a gardés en lui. Mais quand on m'a annoncé sa mort, ça me faisait mal. Et à un moment, quelque chose me dit, non, tu es le père, tu ne dois pas pleurer. Parce que si tu pleures, ta fille qui l'a bien aimé aussi, tu ne sais pas comment elle va se comporter. Mais à un moment, là, Joe, c'était chaud. Il a appelé ma fille, il a dit,
Pépé est décédé, voilà. Elle dit, bon, on n'a qu'à prier pour son âme et autres. Et puis, c'est elle-même qui a commencé à me réconforter. Mais si là, je voulais me jouer les dangereux. Je voulais me dire, non, comme garçon, ne pleure pas, je suis le père, je ne dois pas pleurer. Ça allait me faire mal. Mais quand elle a prié pour moi, ça m'a permis d'extérioriser. Donc souvent, soyons vulnérables devant nos enfants. Ne nous montrons pas durs. Souvent, les enfants, là, ils ont des petites paroles là qui vont te ramener, c'est-à-dire ça va te réveiller, ça va te rebooster. Mais si tu lui as dit non, comme on n'échoue pas, le jour où tu échoues, tu ne viens pas lui dire que tu as échoué, mais il va te regarder alors que peut-être il a la petite parole qui va te rebooster. Il va te rebooster. Donc, vraiment, soyons c'est le mot humilité. Je ne sais pas s'il y a un mot, c'est le mot humilité. Le mot humilité fait que tu es nu devant tout le monde. C'est-à-dire, tu ne regardes pas à ce que les gens vont penser. Tu regardes pas, tu regardes même pas que c'est un enfant. Tu lui parles comme un adulte. Tu lui dis, voilà, 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 voilà. Et quand il va grandir, c'est des choses qui vont rester dans sa tête. Moi, ma fille, elle fait du roller. Quand elle va en compétition, la première année, elle n'a pas gagné de médaille. La deuxième année, on a travaillé, elle a eu des médailles. Une autre fois, elle est partie, elle n'a pas eu de médaille. Donc, il sait que souvent, elle peut avoir des médailles, souvent, elle peut ne pas avoir des médailles. Mais si dans ma tête, je lui avais dit, tu dois forcément avoir des médailles, mais après, tu conditionnes ton enfant d'une manière, c'est ce qu'on voit. Après, ça devient un désastre pour eux. Donc, soyons vraiment, que Dieu nous donne les paroles, le discernement et ce qu'il nous faut pour éduquer nos enfants et même ceux qui sont autour d'eux. Merci beaucoup. Merci à vous. La voix de ce soir, il me semble qu'il reste une dernière question avant que nous donnions la parole de conclusion. La voix de ce soir. Alors, dernière question. Y a-t-il des habitudes ou des pratiques quotidiennes qui peuvent aider à reconstruire progressivement la confiance en soi? Est-ce que vous Après avez un quelques échec. tips pour nous? La voix, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît, parce que votre voix est tellement chic à entendre. Merci. Y a-t-il des habitudes ou des pratiques quotidiennes qui peuvent aider à reconstruire progressivement la confiance en soi après l'échec? Oui, oui, habitude, j'en dirais trois. Ça, il ne faut même pas que ça vous... La première, c'est la prière. Et ça, on en a parlé ce soir. La deuxième, c'est se plonger dans les Écritures. Vous savez, j'ai compris que j'ai lu beaucoup et je continue de lire des livres de développement personnel. Mais la plupart, tout se trouve dans la Bible. C'est-à-dire, ils ont pris des pans de versets bibliques et ils sont allés développer avec d'autres théories. Et ça fait des grands livres de développement personnel qu'on va les payer très cher, alors qu'on a notre Bible là. Hein. C'est dans la Bible. Lisons notre Bible. Donnons-nous le challenge pour ceux qui ne l'ont jamais fait, de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Ça doit être notre challenge. Il y a tout dans la Bible. Ça, c'est le deuxième. Le deuxième. La troisième chose, c'est-à-dire, soyons bienveillants avec les gens. Dans cette bienveillance-là, le fait de partager, de se donner pour les autres, de faire des actions et autres, vous allez voir qu'il y a des choses que vous allez constater que vous-même, c'est-à-dire vous pensez que vous étiez en bas de la terre, mais il y a d'autres même qui sont en bas, en bas, en bas de la terre. Vous allez constater que Dieu va vous faire comprendre que votre situation est meilleure par rapport à d'autres personnes. Et ça va vous emmener à bénir Dieu, à célébrer Dieu, à adorer Dieu, à rendre grâce à Dieu. Voilà un peu ce que je pourrais dire pour Merci, Cyriac. Belinda, vous voulez rajouter quelque chose? Euh, Peut-être compléter avec d'autres tips et sur moi ce que je me dis souvent et c'est dans cette image d'humilité là, hein, on revient sur terre, hein, c'est relativiser déjà. En toute chose, relativiser, y compris lorsqu'on a perdu confiance. Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est un mélange des fois le manque de confiance sur des choses, pas cette qui paralyse, mais voilà, ces petits manques de confiance, ces petits manques de confiance latents, et un mélange aussi comment dire? Ouais, d'éducation aussi, hein, que l'on a reçu et tous les jours, je mets les pieds par terre tous les matins, je doute. Je me dis: «Mon Dieu, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais arriver à faire ci? Est-ce que je vais arriver à faire ça?»
Et le premier réflexe que je fais, c'est que je relativise. Je me dis, mais je ne sauve pas des vies, déjà. C'est ma petite façon à moi de dire, voilà, respire. Et la deuxième, c'est cette prière-là. Et Syriac, tu l'as dit, c'est s'abandonner, faire confiance, se nourrir dans l'espérance et dans la confiance en Dieu, en fait. C'est extrêmement important. La spiritualité est l'encre. Et l'autre qui est celle de l'action, puisque Dieu nous met en mouvement. Et je voudrais partager une petite philosophie de vie aussi qui est la mienne, c'est en toute chose pour avancer petit à petit, toujours cette humilité, petit à petit. C'est de me dire, je garde le focus dans ce que je fais en tant que professionnel, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant qu'enfant, sœur, mère, etc. Je garde le focus dans tout. Je ne perds pas de vue l'essentiel, l'authenticité, le goal, et j'avance. Et je fais ce petit pas. Le deuxième, c'est que je fais les actions qu'il faut faire. Donc, garder dans la confiance, c'est ben, si c'est le petit pas, c'est de me dire aujourd'hui, je fais ça vers ce plus gros objectif, vers ce plus gros projet, etc. C'est petit pas dans l'action, en mouvement. Et le dernier, c'est être agile, c'est être ouvert, c'est être lucide et s'adapter. Et donc, ces petites choses-là, focus, action, agilité ou adaptation, et s'ancrer dans la prière, et puis relativiser, porter son cœur avec espoir et miséricorde pour soi, je pense que, voilà, en tout cas, moi, c'est mon cocktail pour me booster, c'est mon cocktail pour ne pas tomber, c'est mon cocktail pour cultiver cette beauté-là que Dieu a mis en moi, en tout cas. Merci, Belinda. Moi, je Alors, veux juste ajouter, j'ai mis un truc dans le chat, c'est oui, l'esprit Ubuntu. L'esprit Ubuntu, c'est, si vous voulez, c'est une philosophie Sosa, donc en Afrique du Sud. Et là-bas, ça veut dire, Ubuntu, ça veut dire, je suis ce que je suis grâce à ce que les autres sont. Souvent, on pense que à nous seuls, on est tout. Non, à nous seuls, au contraire, nous sommes rien. Nous sommes rien sans les autres. Nous sommes rien sans ce que les autres ont. C'est-à-dire, ce qui te manque se trouve forcément à quelqu'un. Mais si tu ne trouves pas à cette personne-là, parce que tu te crois trop suffisant, parce que souvent, on se croit trop suffisant, ou bien souvent, notre ego prend le dessus et autres, il y a des choses qu'on va rater. Il y a des choses qu'on va rater. Ouvrons-nous aux autres, allons vers les autres. Et c'est ça cultiver l'esprit Ubuntu. Et je partagerai peut-être un bouquin avec les organisateurs. Si vous avez vos emails pour ceux qui se sont inscrits, ils vont vous le partager. C'est Ubuntu Sagesse africaine et c'est très fort comme bouquin. C'est très fort comme bouquin. Absolument. Mm. alors, Ashley, ton micro est coupé. Merci. La voix de ce soir, est-ce qu'on a d'autres questions? Nous n'avons plus de questions. Très bien, merci beaucoup, la voix de ce soir. Alors bon, pour conclure, j'ai une dernière question pour vous. Nous sommes dans minimum 100 ans, au soir de votre vie. Vous êtes entouré de votre descendance avec le dress code céleste intérieur. Quel est le message que vous voudriez leur dire sur l'échec ou sur vos échecs? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de vos échecs? Déjà, je leur dirais, lisez le livre que j'ai déjà écrit il y a quelques années de cela. Faites de ce livre-là votre livre de chevet parce que je veux écrire un bouquin et je prie cette année que Dieu me donne le courage de commencer les premières lignes pour que l'année prochaine, je puisse sortir ce bouquin-là. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses en nous qu'on n'écrit pas souvent. On ne laisse pas de traces. Apprenons à laisser des traces, de très bonnes traces. Et je pense que je leur dis, là, je suis en train de partir, mais le livre que je vous ai partagé, chacun de vous à vos anniversaires, là, gardez-le comme un truc en plus de la Bible, en plus de la Bible. Gardez-le, lisez de temps en temps ce que j'ai écrit dedans parce que ça va vous emmener très loin. Et je pense que c'est ce que je leur dirais et avec le sourire et je prierai pour eux pour que Dieu les envoie très, très aussi loin où j'ai pas pu aller, que Dieu les envoie très loin et qu'ils impactent, que leur vie impacte d'autres personnes.
Et tu vois, en semaine, j'écrivais un statut, je disais, on n'a pas besoin d'être, comment je vais dire ça, d'être une personnalité, d'être quelqu'un d'important, des trucs, pour impacter la vie des gens. Chacun à notre niveau où nous sommes, dans ce, partout où nous trouvons, nous pouvons impacter la vie des gens. Impactons la vie des gens. Impactons la vie des gens. Ne cherchons pas à savoir qui est. Non, non, non. Impactons la vie des gens. Emmenons les gens à Dieu. Ramenons le cœur des gens à Dieu. Et c'est comme ça seulement qu'on aura réussi notre vie. Merci beaucoup, Belinda. Je dirais vraiment, n'aie pas peur. Ou n'ayez pas peur à mes enfants. C'est ce que je leur dirais. N'ayez pas peur, confiez-vous à Dieu et, euh, et vous êtes les instruments de sa volonté et confiez-vous. Vraiment, tout simplement. Moi, j'avance en confiance dans la vie. Donc, n'ayez pas peur. C'est ce que je leur dirais. Merci beaucoup. Très, 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 très grand merci. Riche partage. Alors ici, on a une nouvelle, enfin, on a une petite tradition maintenant, c'est de faire le résumé de la conférence. Habituellement, je le fais quand je suis la voix off, mais je ne suis pas la voix off, j'ai modéré. Donc, j'ai la lourde charge, et là, ce sera pour moi la retraite, si j'arrive à faire ça, de faire ce résumé en ayant modéré ce soir. Donc, le Saint-Esprit éprouvant toutes choses, je vais essayer de résumer avec mes mots tout ce qui a été dit. L'échec n'est pas une fatalité. Il est tantôt un objectif raté, tantôt un compresseur qui nous presse ou nous oppresse, mais il ne nous définit pas. L'échec, c'est un prétexte de Dieu pour nous renouveler. Et la question à se poser avant de commencer à le subir, avant d'agir, c'est est-ce que l'échec est de mon fait ou l'échec est fait pour me parfaire? Le plus important, c'est de se mettre en mouvement après avoir fait le deuil, puisque l'échec, avant tout, c'est une question de mort. Mort à soi, mort à un projet, mort de la mort. C'est un cheminement qui a besoin de faire un peu comme un enfant qui marche en allant vers ses parents, de tomber humainement, mais de se relever divinement. Oui, mais comme les enfants sont aussi, comme on le dirait chez nous, la charge de tout un village, l'échec est la responsabilité aussi de notre entourage. Choisissons le bien, mais soyons aussi un bon entourage pour les autres afin qu'ils puissent se relever de leurs échecs. Croire, être délivré, être convaincu, proclamer et se reconnecter à la bonne source. Voilà les responsabilités que nous ayons. Oui, parce que se renouveler, c'est aussi une responsabilité. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'échec est en fait quelqu'un qui a toujours échoué. C'est le mirage de la réussite. Repartir à zéro et vivre avec son échec, avoir Dieu comme escabeau, comme bouclier, comme branche, comme arbre, comme racine, tout en étant très mal habillé. Car le meilleur apanage vestimentaire, c'est la nudité en Dieu. L'échec change, l'échec transforme, l'échec permet d'être une autre personne. Parce qu'avec Dieu, du matin au soir, tout peut changer. L'échec n'est jamais négatif ou positif. L'échec, lorsque l'on accepte, permet que la réussite tombe à pile. Alors, regardons le Seigneur et soyons sûrs que quel que soit le chemin que nous emprunterons, tant que nous serons avec lui et en le regardant lui, nous réussirons parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc voilà, merci encore une fois à nos palénistes, merci Belinda, merci Cyriac, merci à chacun d'entre vous
pour cette 5e édition, une édition qui est rocambolesquement bénie. Merci à tous pour votre participation. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées mail peut-être en inbox, ou si vous avez reçu un mail, nous devons vous envoyer normalement le livre dont Cyriaque a parlé sur la culture Ubuntu. Nous devons vous envoyer l'article sur l'échec au bac, et ça pourra aider les parents aussi à pouvoir relativiser un peu plus. Nous nous retrouvons le 2e mercredi du mois d'avril pour la 6e conférence et le dernier vendredi du mois de mars pour le nouvel épisode de Et la foi dans tout ça. Encore un grand, grand merci à Belinda et Cyriaque. Merci à la voix sulfureuse, mielleuse, Priscilla, la voix de ce soir. Merci à Beyond qui était dans l'ombre mais très actif. Et nous vous renverrons aussi les coordonnées de Cyriaque et Belinda via le mail. Donc, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et que Dieu vous bénisse. Très, très, très bonne poursuite de carême et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Je repars enrichie ce soir et je me repose. Je vais dormir le cœur. Voilà. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.